Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Aujourd'hui, il est temps de parler d'un fantasme aussi vieux que l'automobile, la voiture volante. Nous allons nous pencher sur le sujet d'un point de vue technique, mais aussi pratique, et voir ce que nous réservent les constructeurs. Et cela pourrait bien changer des vies. Allez, c'est parti, on y va, générique. Historiquement, l'homme a toujours rêvé de voler. On retrouve dès les premiers écrits de l'humanité les chariots des dieux ou bien d'autres véhicules volants. Pourtant, les représentations poétiques prennent une tournure plus technologique avant même que le premier avion ne prenne l'air. En 1890, une publicité de l'enseigne Au Bon Marché représentait une voiture volante, certes baroque, mais qui disposait déjà de presque tous les attributs qui seront utilisés par la suite dans l'aviation. Une paire d'ailes, une hélice un peu fantaisiste et une queue de poisson qui servait à l'empennage vertical. Il ne manquait que des gouvernes de profondeur et des proportions plus réalistes pour espérer décoller. Mais bon, soyons clairs, un tel engin n'aurait pu réellement voler. Pourtant, quelques années plus tard, en 1917, c'est l'avionneur Curtiss qui s'y colle. Mais cette fois avec la ferme intention de faire décoller son engin. 3 places, aile triplant, la machine ne volera pourtant pas vraiment, mais parviendra à faire décoller ses roues du sol. Le projet est abandonné en raison de la Première Guerre mondiale. On verra ensuite de nombreux doudingues se lancer dans l'aventure avec des fortunes identiques. Soit peu fiables, mais relativement fonctionnelles, soit tout simplement totalement inutiles en raison de leur architecture ou des contraintes de fonctionnement. Toutes ces inventions finiront au placard. Je dois pourtant vous parler d'un projet qui est probablement le seul qui s'approchait de ce que l'on peut attendre d'une telle machine. La Convair 116 ou 118. En 1946, Ted Hall, déjà inventeur d'une voiture volante dans les années 30, est embauché chez l'avionneur qui deviendra Convair, pour réaliser un prototype fonctionnel. L'intérêt de cette voiture est qu'elle en était vraiment une, et non pas une carlingue d'avion modifiée pour la route. Une fois à l'aérodrome, la partie avion était attachée à la voiture par le toit et permettait de voler. Ainsi, en mode route, pas besoin de traîner aile, queue et moteur. L'entretien et le suivi nécessaire de la partie aéronautique pouvaient se faire dans les ateliers spécialisés d'un aérodrome. Mais du coup, l'intérêt d'avoir une telle machine permettant de voler et de rouler n'a plus vraiment de sens. Il fallait toujours aller à l'aérodrome, toujours avoir un atelier spécialisé et une piste de décollage. Le crash du prototype décrédibilisera le projet, même si des vols ultérieurs furent réussis. Certains se sont dit alors qu'il fallait pouvoir décoller et atterrir verticalement. Le premier moyen d'y parvenir est de construire un autogire, ce que fit l'Autogiro Company of America en 1935. Après avoir été lancé à la main et en couplant momentanément le moteur, le rotor tourne librement, contrairement à un hélicoptère. C'est le déplacement de l'air qui le fait tourner, ce qui permet de disposer d'une portance. On appelle cela l'autorotation. C'est d'ailleurs utilisé comme système de sécurité pour les hélicoptères lorsque les moteurs lâchent. Les autogires sont encore couramment utilisés par les passionnés d'ULM. Toutefois, leur pilotage demande des compétences et la sécurité est primordiale, surtout lorsque l'on a affaire à un grand rotor. Ainsi, le modèle est abandonné malgré un vol réussi en 1942. D'autres tenteront de faire de véritables voitures hélicoptères, mais sans plus de succès, comme la Wagner Aerocar en Allemagne à la fin des années 60. Enfin, je ne peux résister à vous présenter la plus spectaculaire voiture volante dont l'aventure a duré plus de 40 ans, la Möller Skycar M400. Conçue autour de 8 moteurs Wankel à piston rotatif, elle devait s'envoler comme un chasseur Harrier et rester en l'air grâce à ses 4 nacelles qui projetaient de l'air vers le bas et vers l'arrière. Nul besoin d'être un expert en mécanique pour se rendre compte que la consommation en carburant serait énorme, tout comme le bruit. De plus, réussir à synchroniser le fonctionnement de chaque nacelle pour obtenir la trajectoire voulue s'est très vite révélé quasi impossible, rendant la machine extrêmement instable. Enfin, en cas de panne de l'un des moteurs, et les Wankel ne sont pas réputés pour leur fiabilité, il n'y a aucun moyen de récupérer l'appareil à basse altitude. Pourtant, Paul Möller a réussi à tenir ses financeurs en haleine pendant des décennies. S'il n'a pas réussi à faire voler correctement sa machine, il peut au moins se vanter d'avoir fait marcher ses affaires avec du vent pendant très longtemps.
En 2019, la Moller Skycar est définitivement enterrée, mais non sans que son créateur n'ait tenté de vendre son seul prototype fonctionnel ayant volé, une seule fois d'ailleurs, aux enchères avec un prix de réserve d'1 million de dollars. Voilà qui ferait un joli pot de fleurs hors de prix. Voyons maintenant pourquoi toutes ces initiatives passées ainsi que toutes celles qui fleurissent de nos jours sur les mêmes architectures sont vouées à l'échec. La première raison est technique. Une auto et un avion ou un hélicoptère n'ont strictement rien à voir au niveau des contraintes mécaniques qui leur sont imposées. Toute la machine devrait être conçue selon les standards de sécurité de l'aviation et donc serait très chère et complexe à mettre en œuvre. On doit avoir un véhicule extrêmement léger mais pourtant résistant pour l'usage au sol. Autrement dit, c'est la quadrature du cercle. Voler veut dire aussi se servir de l'air pour porter la masse de la machine. Il faut donc d'énormes surfaces portantes incompatibles avec un usage sur route. Prévoir des dispositifs rétractables est une solution chère, peu fiable et surtout qui demande énormément de rigueur dans l'utilisation et la maintenance de la machine. De plus, se maintenir en l'air consomme de l'énergie et dégrade l'efficience de la partie automobile, tandis que le poids de cette dernière dégrade les performances de la partie avion. C'est un peu comme une voiture amphibie. On se retrouve avec un mauvais avion et une mauvaise voiture. Vouloir faire trop de choses avec un seul et unique véhicule est finalement une mauvaise idée. La seconde raison est pratique. Il est bien plus simple de développer une infrastructure routière que de gérer un trafic aérien massif. Imaginez que des voitures volantes vous survolent tout le temps. Ce serait une nuisance sonore énorme et un risque pour votre sécurité. Enfin, piloter un avion ne demande pas du tout le même niveau de compétence que de conduire une voiture et empêchera forcément une généralisation de ce type d'engin. Les projets actuels, dont certains ont obtenu soit un certificat de vol, comme l'Aircar slovaque, ou une homologation routière européenne, comme la PAL 5 Liberty, restent et resteront toujours des gadgets pour des personnes ayant de gros moyens financiers pour les entretenir et les faire voler. En clair, la voiture volante n'est pas prête de devenir une réalité pour le transport de masse. Pour autant, est-ce à dire que nous devons faire une croix sur le transport individuel volant ? Eh bien, pas forcément. Certains usages et certaines situations pourraient réellement bénéficier de transport aérien à courte distance. Et pour réaliser cela, une invention un peu loufoque de 1923 pourrait bien faire le job. Le multicoptère. Le premier de ces engins ayant volé est le fait du français Étienne Heumichen. Essayant toutes les architectures de vol possibles, son second prototype a été équipé de 4 hélices et s'est révélé plutôt stable en vol. Avec l'invention de la batterie au lithium et de systèmes de navigation performants, la voie était ouverte pour miniaturiser l'engin tout en le rendant facilement pilotable. Ainsi, le drone moderne de loisirs est né en 2006 au sein d'une société qui est aujourd'hui le leader du marché, DJI. Avant de continuer, je vais faire un tout petit point de terminologie. Un drone n'est pas forcément un multicoptère et vice-versa. Ce qu'on a l'habitude d'appeler un drone est en fait un aéronef à hélices multiples, sans personne à bord et piloté à distance. Pourtant, il existe d'autres formes de drones, comme des avions, des véhicules terrestres ou des sous-marins. Globalement, les drones sont des appareils pilotés à distance avec ou sans aide informatique. Les appareils dont je vais vous parler maintenant ne sont pas forcément des drones, puisqu'ils emportent des personnes et peuvent même être pilotés par des humains à bord. Pour expliquer les principes de fonctionnement et les implications de l'usage de tels appareils, j'ai décidé de faire appel à mes formateurs. Comme certains le savent sûrement, je suis télépilote de drone professionnel. J'ai fait ma formation en novembre 2020 chez Drone Session à Mutzig. C'est lorsque l'on fait ce type de formation qu'on prend conscience des risques et contraintes que représente toute activité de vol, aussi anodine qu'elle puisse paraître. Voyons maintenant comment fonctionne un drone. Rassurez-vous, ça va être très simple. Prenons un quadricoptère dont les 4 moteurs tournent tous à la même vitesse. Le drone peut monter, descendre ou stabiliser son altitude. Pour le faire avancer, il suffit d'accélérer les moteurs arrière et de ralentir ceux de l'avant. Le drone s'incline alors et une partie de la puissance sert à faire avancer la machine. Pareil lorsqu'on veut aller en arrière ou sur les côtés. Pour faire pivoter le drone, on se sert de l'effet gyroscopique. En effet, 2 moteurs vont tourner dans un sens et 2 moteurs vont tourner dans l'autre sens. Ils sont sur la même branche, donc opposés. Du coup, si on accélère le moteur avant droit et le moteur arrière gauche par exemple, qui tournent dans le même sens, ces moteurs vont générer un effet gyroscopique plus important que les 2 autres. Et le drone tournera sur lui-même.
Pour coordonner tout cela, il est nécessaire de contrôler très finement la vitesse des moteurs. Pour ce faire, la machine est équipée d'une centrale inertielle. Ce composant essentiel ressent les mouvements de la machine et en détermine sa position et son attitude grâce à des accéléromètres et un GPS. Le cerveau de la machine va alors envoyer des ordres au moteur pour répondre aux commandes du pilote. Celui-ci ne contrôle pas donc directement le vol et la vitesse de rotation des moteurs, il le fait au travers de l'assistance grâce au système électronique du drone. Mais mine de rien, on a beau avoir 4 moteurs, si seul l'un d'entre eux lâche, on a droit à une belle chute. Voyez plutôt. Et ça peut avoir des conséquences énormes. Les appareils qui emportent des personnes doivent donc répondre à ce souci en augmentant le nombre de moteurs pour augmenter la sécurité. Mais pas que. Voyons ce qu'en pense Pascal, formateur et pilote chez Drone Session. Globalement, en fait, avoir plus de moteurs sur un drone, ça apporte quoi ? Plus de sécurité, plus de puissance, plus de stabilité. C'est un tout. Donc en fait, quand on voit des drones comme le Volocopter aujourd'hui qui est capable d'atteindre des altitudes quand même plutôt sympas avec 2 personnes à bord, il vaut mieux avoir 16 moteurs que 4. Bien sûr. Au-delà des simples moteurs, toute l'avionique devra être doublée, comme l'alimentation en énergie, afin de pallier à une panne informatique ou d'une batterie. On va donc faire appel à la redondance sur tous les systèmes. Pourtant, malgré toute la sécurité que peut apporter la technologie, il reste pourtant un facteur qui est le maillon faible. Et c'est Christophe, associé de Drone Session et télépilote, qui va nous en parler. L'erreur vient très souvent du pilote ou de la faute de l'homme, clairement. Donc faire voler un drone est loin d'être anodin en termes de sécurité, et cela demande également une formation sur la réglementation du trafic aérien. Et c'est là que Karine entre en jeu. Tu as écrit un livre avec une amie... Une avocate, photographe, Joëlle Verbrugge, qui a déjà écrit pas mal d'ouvrages, et puis elle m'a invité à coécrire le livre sur les prises de vue aériennes, que ce soit pour le loisir ou pour travailler avec ces compétences-là. Tu connais le thème de l'émission du jour, et donc je voulais avoir ton avis par rapport à une réglementation. Qu'est-ce qui pourrait être transposé en fait finalement du drone qu'on utilise aujourd'hui par rapport à un drone qui pourrait être utilisé en tant que taxi volant ou même à titre de loisir? Alors sur la réglementation actuelle, la majorité des choses sont axées sur la protection des tiers, des autres usagers de l'espace aérien aussi. Donc ça me paraîtrait logique que la même démarche soit utilisée pour la suite. Donc on ne survole pas des personnes, on reste à distance réglementaire de ces personnes. Donc j'imagine tout à fait, surtout avec des engins qui seraient plus imposants que les drones qu'on utilise pour les prises de vue, ce soit la même chose. On le voit bien, il n'est pas simple d'intégrer ces nouvelles technologies dans le système de transport actuel. Est-ce pourtant utopique ou même souhaitable? En premier lieu, on sait bien que l'humain est souvent le maillon faible dans beaucoup d'accidents, que ce soit sur la route ou en l'air. Faire piloter ces machines par des ordinateurs peut sembler une bonne idée. Voyons ce qu'en pense Christophe. Est-ce que demain, piloter un drone dans lequel il y aura des personnes pourra se faire soit par un pilote, on va dire, moins expérimenté, ou directement par une intelligence artificielle? Je pense qu'il faudra faire confiance à l'intelligence artificielle. Je crois qu'ils commencent à faire leurs preuves sur différents véhicules terrestres. Donc je pense qu'il faut donner leur chance à ces véhicules-là, quoi. De nombreuses sociétés étudient des taxis volants qui permettraient de réduire drastiquement les temps de trajet en zone urbaine. Dépourvus de pilotes, leur charge utile n'en serait qu'augmentée et les coûts n'en seraient que réduits. Airbus avait également un projet qui avait pour lui une certaine versatilité en utilisant un concept intéressant. Le système était séparé en 3 parties, ayant chacune un rôle unique à jouer. Une plateforme automobile autonome pouvait se déplacer au sol, un module multicoptère permettait de voler, et une cabine de passagers pouvait être utilisée par l'un ou l'autre des modules. Cela offre l'avantage de ne pas traîner le poids d'une auto en vol, ni l'encombrement des hélices au sol. Plus complexe qu'un appareil à usage unique, ce concept peut avoir du sens pour un usage dans des situations très particulières. Il serait alors possible de se déplacer à la demande au sol pour un prix raisonnable, mais aussi d'avoir recours à un transport aérien plus onéreux, sans même avoir à changer de siège en cas de besoin. C'est séduisant, mais au final, quels seraient les gains par rapport à 2 systèmes indépendants? À part le fait de ne pas être obligé de changer de siège.
Il est probable que cela n'aurait pas vraiment de sens économique dans la majorité des cas, et Airbus l'a bien compris. Le projet a été plus ou moins mis au rencard en l'état à ce jour. De plus, ces services de taxi volant ne seront pas bon marché en raison de la technologie, mais aussi de contraintes d'espace aérien de sécurité. Ainsi, on n'est pas prêt de voir Corben Dallas s'envoler pour emmener le commun des mortels à l'aéroport ou au fast-food du coin. Mais cet usage n'est qu'une toute petite partie de ce que l'on peut faire avec cette technologie. Les transports sanitaires pourraient aussi bénéficier de telles machines. Aujourd'hui, des milliers de personnes meurent faute d'avoir eu des soins à temps en raison de bouchons. L'hélicoptère est une bonne solution, mais qui pose énormément de problèmes liés aux espaces nécessaires à leurs évolutions et aux coûts qu'ils engendrent. Un multicoptère pourrait se poser directement sur une autoroute, sans avoir à en couper toutes les voies. Il pourrait opérer depuis des terrains bien plus petits et serait plus facilement pilotable. Plus besoin de mobiliser des équipages qualifiés en permanence. De plus, les capacités d'évolution d'un multicoptère permettent de voler dans de plus mauvaises conditions météo. Leurs coûts d'achat et d'utilisation seront donc nettement plus réduits que ceux d'un hélicoptère. Leur nombre pourra donc être plus important et on pourra les généraliser à des endroits où l'hélicoptère n'est pas viable économiquement. Comme on peut imaginer des sociétés de taxis volants autonomes avec un centre de contrôle où les humains veilleront au grain, des compagnies d'ambulances volantes pourraient voir le jour. Ils pourront simplement livrer du matériel ou dépêcher en urgence un médecin et son matériel dans un endroit peu accessible, voire dans les cas les plus graves, ils pourront transporter des patients. Partout où la rapidité est primordiale, ces engins pourront réduire les coûts et rendre ainsi plus accessibles ces services à toute la population. Il reste encore du chemin à parcourir, mais nul doute que nous verrons ces machines dans notre quotidien de plus en plus souvent. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un sondage que j'ai fait il y a quelques semaines pour savoir si les voitures volantes faisaient toujours rêver. Le résultat a été surprenant pour moi. On est quasiment à égalité entre les oui et les non. La question était peut-être un peu mal posée, mais j'avoue que c'était un peu volontaire. Certains ont saisi le sens caché de la question et réfléchi aux applications. Les commentaires ont été bien souvent orientés vers des architectures comme le volocoptère et d'autres solutions similaires. Il est clair que c'est dans cette direction que notre utilisation de l'espace aérien doit aller si nous voulons améliorer nos déplacements et la prise en charge des urgences. Et moi, est-ce que je rêve de voitures volantes ? Si j'adore les voir dans les productions de Hollywood, je ne pense pas souhaiter avoir ces engins au-dessus de ma tête en permanence. Les drones de surveillance ou de livraison, par exemple, pourraient bien devenir une nuisance importante s'ils se multiplient. Et ça, j'ai pas trop envie que ça arrive. Pire encore, comme on le sait, toute invention va avoir forcément une application civile, une application bonne pour l'humanité et une application militaire. Comme je le dis souvent, toutes les médailles ont deux faces. Il y aura des avantages et des inconvénients en fonction du point de vue de chacun. Voilà, cette vidéo est terminée et il me reste un grand merci à dire à Karine, Christophe et Pascal de Drone Session pour leur aide dans l'écriture de cette vidéo et d'avoir accepté de se prêter au jeu de l'interview. Je vous mets le lien en description parce qu'ils ne font pas que de la formation, mais également de la prise de vue aérienne et de la création de films d'entreprise. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!